Je suis particulièrement contente d'accueillir aujourd'hui Gérard Rimbert et Alix Zibetta, qui sont tous les deux sociologues et qui travaillent dans un cabinet de conseil en santé qui a en particulier l'expertise en matière de santé au travail pour aborder ce sujet dans nos univers professionnels, soit l'université d'abord et surtout les mondes professionnels de l'urbanisme, qui, comme tous les univers professionnels, sont concernés par ces enjeux de santé au travail, quand bien même on en parle peu. Je vous informe également pour les étudiants que cette conférence est un petit peu organisée marginalement dans le cadre ou en lien avec les réflexions que nous menons à l'école sur ces sujets de harcèlement et de discrimination dans le cadre d'un groupe de travail qui s'est constitué, et ceux qui sont intéressés peuvent encore le rejoindre. N'hésitez pas à me contacter, moi ou Cécile Cuny qui est aussi là aujourd'hui. Donc, vous connaissez maintenant bien l'outil Zoom. Donc, on a la possibilité de réagir dans le cadre d'un chat. Donc, ceux qui le souhaitent, vous pouvez le faire. Antoine Poliakov est en charge de faire le suivi des activités du chat. Et je vais, sans plus attendre, laisser la parole à Gérard et Alix pour ensuite, dans un second temps, faire un jeu de questions-réponses avec les étudiants. Et je suppose si au fur et à mesure vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser. Voilà, je vais laisser la parole à nos intervenants. Deux petites précisions avant de commencer, puis on va se présenter respectivement avec Alix. Le temps est compté, donc je vais essayer d'être court. Technologia, c'est un cabinet d'expertise qui travaille donc sur le terrain, dans les entreprises, pour le compte des représentants du personnel ou plus largement des entreprises employeurs et représentants du personnel. Et c'est aussi un cabinet qui souhaite intervenir, agir dans les débats publics, que ce soit sur des grandes questions comme le suicide, le burn-out, mais aussi des choses plus joyeuses, comme les organisations alternatives du travail, comme les processus qui permettent d'augmenter la qualité du travail. Donc, il y a des choses gays et des choses qui le sont moins. C'est évidemment ce second titre qu'on intervient aujourd'hui avec vous en cette fin d'après-midi. Et puis plus largement, on s'est permis de mettre nos références universitaires avec Alix Zibetta. On intervient aussi là au titre de sociologue, socio-économiste formé dans les milieux de la recherche, même si aujourd'hui on fait ce qu'on appellera plus volontiers une recherche appliquée. Et deuxième point, et après je vais te laisser te présenter aussi Alix. Vous l'aurez deviné, nous ne sommes pas, si nous sommes plutôt sociologues et spécialistes des risques psychosociaux, sans être ignorants des métiers de l'architecture, de l'urbanisme, de tous ces univers-là, nous n'en sommes pas non plus, autant que vous, des spécialistes. Donc on avance assez humblement vis-à-vis de vous. On a essayé de travailler quand même le dossier sous l'angle singulier de votre demande, mais on reste dans un partage ici, un équilibre de connaissances respectives. Donc, on va se partager cette présentation à deux. Je suis Gérard Rimbert, je suis sociologue de formation, plutôt spécialiste de la sociologie du travail, et j'interviens donc sur le terrain des expertises conditions de travail depuis maintenant 13 ans. Alix, si tu veux dire un mot, je vais couper mon micro une seconde. Oui. Et donc moi, Alix Zibetta, plutôt socio-économiste de formation. J'interviens chez Technologia depuis maintenant 6 ans, donc à la fois sur des enquêtes par questionnaire et également sur le terrain, donc directement à la rencontre des salariés, parfois en observation et en suivi d'activité. Et j'interviens plus particulièrement sur des domaines d'intervention qui m'intéressent plus, donc les situations de tension relationnelle un peu plus aiguës, donc dès qu'il va y avoir des enquêtes avec des thèmes de type harcèlement, relationnel tendu, ce genre de choses. Je te rends la parole, Gérard. Je la reprends. Initialement, on avait cru comprendre qu'on avait 2 heures de présentation. On a essayé de ramasser
le propos. Donc, si à un moment donné, vous avez l'impression qu'on va trop vite ou qu'il y a une question qui se pose qui vous semble cruciale, il ne faut pas hésiter à nous interrompre à l'oral ou à l'écrit. Cela dit, quelquefois, il y a certaines questions qui se posent dont les réponses arrivent un petit peu plus tard au fil de l'exposé. Donc, si ça vous paraît possible, ça peut être bien de réserver vos questions pour la fin. Ça permettra simplement que nous, on avance plus en cohérence par rapport à ce qu'on souhaite vous exposer ce soir. Vous avez bien l'écran complet, enfin je veux dire l'écran en plein écran, le diaporama. C'est pas encore en plein écran, par contre. Mais sinon, on le voit bien, mais c'est pas en plein écran. Ok, alors attendez, je vais partager mon écran 2 dans ce cas-là. Comme ça, je suis sûr de ce que je partage. Là, normalement, vous avez… Là, c'est bon. Voilà, très bien, merci. Alors, après un rapide préambule qu'on va essayer de rendre très dynamique, parce que l'idée de ce genre d'exposé, c'est qu'on ne va pas vous servir une version orale de ce que vous pourriez trouver en quelques clics sur Internet. C'est-à-dire, on va essayer de dépasser le cadre formel des présentations, ce que c'est la définition des risques psychosociaux, de la santé au travail, ce que sont les acteurs institutionnels dans les entreprises, On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus enlevé, dynamique, ce dont je vais vous faire part dans un instant sur le préambule. On ne pourra pas complètement couper à l'exercice des définitions, mais on essaiera d'aller assez vite et puis surtout de rendre ça très concret. Il y aura très peu de jargon. Les plus intéressés d'entre vous pourront compléter en allant s'inspirer de ce qu'on aura dit, puisque ce document, on pourra vous le laisser après. Et les plus passionnés ou intéressés pourront aller plus s'aguerrir aux questions de vocabulaire et de définition plus précises. Deuxième point que là développera beaucoup plus Alix, la question des limites par rapport à des dérives possibles dans le monde du travail. Et puis, pour finir, inspiré par un travail préparatoire qu'une partie d'entre vous a accompli, nous a expliqué Elsa Vivant, on va essayer de rentrer aussi sur la question des valeurs, qui ne sont pas forcément la partie la plus visible, la plus émergée quand on parle de santé au travail, parce que l'idée du symptôme ne va pas de soi en cas de mal-être au travail, n'empêche que les valeurs, le sens du travail, l'enthousiasme qu'on a font partie aussi des grands critères de qualité de vie au travail. Puis on s'efforcera, histoire de ne pas finir sur une note qui pourrait sembler trop pessimiste, de soulever la question des moyens d'agir, des moyens d'action. Alors j'avance, je vous avais dit qu'on essaierait d'avoir un rythme un petit peu soutenu. Le premier point de préambule, il y en a juste deux, rassurez-vous, c'est de parler de catégories de métiers, non pas en termes de nomenclature, vous voyez, officielle par rapport à des secteurs d'activité, mais plus selon un langage sociologique, ce qu'on peut appeler des métiers passion ou des métiers précaires. Ce qui les distingue, c'est souvent ce qui va plus de soi. Spontanément, on n'a pas l'impression, quand on parle de métiers passion et de métiers plutôt précaires, que c'est la même chose. Et effectivement, qu'est-ce qui peut les distinguer? Il y a des univers professionnels qui marchent à la passion, ça peut être le football professionnel, les acteurs, mais pourquoi pas aussi la banque et les assurances pour les plus passionnés. Il faut rester ouvert à toutes les possibilités. Et ça va s'opposer à des métiers précaires, souvent qu'on va caractériser sous un angle plutôt passif, dans lequel en fait on subit des conditions de travail difficiles, forme de pénibilité physique par exemple, ou plus largement une précarité par rapport à l'emploi. Des CDD, de l'intérim, de l'emploi morcelé, ce genre de choses. Ce qui les rapproche ne va pas forcément autant de soi. Et pourtant, ce qu'on tient à préciser là tout de suite, c'est que des métiers passion comme des métiers précaires, ils ont en commun quelque chose, c'est qu'ils peuvent amener à rendre acceptables des choses qui pourtant ne le sont pas, ou de rendre tolérables des choses qui le reste du temps paraîtraient inacceptables. Alors pourquoi ? Il y a plein de choses, là c'est juste un préambule, ça peut être la crainte de tout perdre un début de carrière, perdre une fabuleuse opportunité. Ça peut être aussi un phénomène de banalisation sur le mode « oh ça va, c'est pas si grave ». Et puis ça peut être aussi vécu comme une temporalité, un cycle de vie d'une carrière professionnelle où on se dit qu'on a une mauvaise période à passer et qu'après ça ira mieux. Et vous voyez, tout ça peut être commun à des métiers passionnants, éventuellement même bien rémunérés, et à des métiers potentiellement moins rémunérés et dont pas grand monde les présenterait comme passionnants. Si vous faites de l'entreposage de surgelés en entrepôt frigorifique du coup la nuit, la probabilité que quelqu'un vous dise c'est ma passion, je le ferai même bénévolement, est quand même assez faible. Pour autant, il peut arriver que les métiers passion et les métiers précaires soient les mêmes. Et là, probablement qu'on touche un petit peu au juste avec des jeunes futurs professionnels, jeunes ou moins jeunes, j'en sais rien, comme vous, parce que les métiers, comme aussi dans
dans les cabinets d'avocats, on sait que les collaborateurs, quand ils entrent, avant d'acquérir le fameux statut d'associé, et c'est la même chose dans beaucoup de cabinets d'architecture ou d'urbanisme, faut manger son pain blanc. En cela, la passion et la précarité peuvent très bien se rejoindre et donc rendre encore plus potentiellement féroce cette tendance à rendre acceptable ce qui le reste du temps ne le serait pas. Deuxième élément, sans du tout vouloir être polémique, mais plutôt incisif, c'est ce qu'on peut appeler, alors vous allez comprendre rapidement derrière ce titre paillettes et poussières, la question de ce qu'on peut montrer et de ce qui est possible. Et nous, on aime bien dire qu'en sciences sociales, c'est jamais le hasard qui fait qu'il y a des choses visibles et des choses moins visibles. D'abord, le monde du travail peut produire des récits enchantés, c'est-à-dire, sans que ce soit fictif, montrer une version d'elle-même de la part d'une profession qui va mettre en avant des critères très positifs. La virtuosité, l'excellence, la qualité avant tout, je pourrais citer la relation client, ce genre de choses. Alors, on comprend très vite les profits de ça. Hein. En externe, ça va être le prestige, ça c'est le côté symbolique, éventuellement quelque chose de plus matériel, les rétributions financières. Et puis en interne, le récit enchanté va alimenter de la motivation, un sentiment de fierté. Ça peut être la fierté de faire un métier, ça peut être aussi la fierté d'appartenir à un corps de métier. Des fois, les gens vous disent « je travaille à la NASA », on ne sait pas ce qu'ils font, mais rien que de dire « je travaille à la NASA », il y a déjà un aspect fierté. Je prends la NASA, je pourrais dire le CNES en France, ça serait à peu près la même chose. J'aurais pu citer aussi des célèbres cabinets, mais j'aurais peur de commettre une erreur et d'en prendre un qui est devenu has-been, alors je ne voudrais pas commettre de maladresse. Cabinet dans votre domaine, bien sûr. Alors, du coup, pourquoi parler de récit enchanté? Parce que si un événement ou un récit autour d'un événement vient ternir ce récit enchanté, ça risque de gâcher un petit peu la fête. Et nous, on sait d'expérience qu'un burn-out, un soupçon de harcèlement, une ou plusieurs personnes qui remettent en cause des conditions de travail, ça revient à remettre en cause tout simplement le récit enchanté. Alors, ensuite, les réactions à ça ne sont pas forcément de la malveillance, mais ça peut être avant tout l'idée de préserver quelque chose de plus grand, de plus important, de plus noble, et ce qui peut amener à, vous l'aurez compris, maintenant le titre, à mettre la poussière sous le tapis, à dire il y a des choses auxquelles sont peut-être un petit peu embêtantes, mais on ne veut pas compromettre un édifice plus important. Au passage, si vous suivez un petit peu les faits divers autour des MeToo segmentés, dans le milieu du cinéma, dans le milieu des agences de pub, il y a beaucoup ces réactions-là. Sur le mode, oui, mais enfin, il ne faudrait quand même pas que ça vienne ébranler toute une économie ou tout un système ou toute une réputation. Sujet sensible. Ce préambule étant fait, vous l'avez compris, insister sur les métiers passion parce que derrière le côté très intéressant et très motivant et très épanouissant de la passion, vous l'avez compris, il y a revers de la médaille la possibilité, même la probabilité que des choses donc peu acceptables le deviennent. Et nous, en matière de santé au travail, on sait que ce qui est positif d'un côté peut se retourner comme quelque chose de beaucoup moins positif de l'autre sous l'angle de la tolérance. Quelques définitions. Le groupe de travail qui a préparé la séance nous a dit Elsa Vivant voulait aussi qu'on dresse un éventuel panorama de comparaison avec d'autres formes de violence qu'on pouvait trouver pas que au travail, mais à l'école. On pourrait parler aussi des violences domestiques. Est-ce qu'on doit mettre un signe égal ou est-ce que c'est différent tout ça? Vous vous doutez, on va essayer de faire une réponse nuancée. Déjà, on peut commencer par ce qui est plus prudent. Il y a un socle commun. Il y a un socle commun, effectivement. Alors, j'avais dit qu'on ne vous assommerait pas avec Alix. On va quand même vous donner quelques éléments de définition par l'OMS. Donc, on ne peut pas faire beaucoup plus solennel comme autorité. C'est l'Organisation mondiale de la santé. Et on cite qui définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Autrement dit, il ne suffit pas de ne pas avoir de problème, il faut vivre quelque chose de positif. Et l'OMS d'ajouter, la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. On vous met la référence. À partir de là, oui, il y a un socle commun, vie domestique, vie scolaire, travail, parce qu'on peut poser l'axiome simple que toute violence dans les activités humaines, peut dégrader la santé.
violences à l'école, entre jeunes, ou des adultes sur les jeunes, les violences domestiques, tout particulièrement contre les personnes vulnérables, alors femmes, enfants, parce que ce sont typiquement les personnes plus vulnérables. Je fais attention au sujet sensible de dire il y a aussi des hommes battus, oui. Enfin, souvent, quand ils le sont, c'est précisément qu'ils ont en commun avec les femmes et les enfants d'être des personnes vulnérables. C'est bien pour ça que, par prudence, on retrouvera beaucoup plus facilement, derrière l'item un peu flou de violence conjugale, des violences envers les femmes et les enfants. Et puis, le sujet qui nous intéresse, les violences au travail, qu'on a pu à une époque imaginer beaucoup plus d'une façon verticale, avec le poids du rapport hiérarchique, mais nous on découvre sur le terrain que ça ne va pas de soi et les violences au travail peuvent exister bien au-delà d'un simple rapport hiérarchique. Puis le dernier point qui peut paraître évident, mais on préfère le dire, ces violences-là, donc ce mal-être au travail, cette remise en cause de la santé au travail, peut prendre un angle physique, psychologique, ou les deux. Et évidemment, quand il y a les deux, vous imaginez bien que ça s'auto-alimente. Je vois une partie d'entre vous qui note, je vous le redis, on vous donnera le document. Comme il y a peu de temps, on préfère essayer d'être assez efficace et puis de vous laisser largement la possibilité de réagir. Alors, typiquement, là, je vais faire un peu le prof, quand on fait une bonne disserte, qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui est différent? Après avoir vu le socle commun, quelles seraient du coup les singularités de la santé au travail? Quelques points. Attendez, j'avais perdu mon clic. Un premier point, c'est qu'il y a quelque chose qui est à la fois juridique et social dans le monde du travail qu'on appelle le rapport de subordination. Ça veut dire, je suis là pour recevoir un salaire et je me loue en quelque sorte, je loue ma force de travail pour répondre à des consignes, à des ordres. Ça fait partie du contrat de travail. Par extension, ça fait partie aussi du rapport qu'on peut avoir à des clients en tant que prestataire. Et ça, c'est important parce que ça intègre comme quelque chose de normal un minimum de pression. Si on est dans le cadre d'un contrat de travail, ça veut dire qu'on a accepté de recevoir des ordres, des consignes, des injonctions avec des horaires qui ne sont pas forcément une partie de plaisir. Deuxième élément qui est singulier dans la santé au travail, c'est que les individus, vous connaissez le terme ressources humaines, mais on pourrait le prendre vraiment au pied de la lettre, les individus, bien que ça puisse se passer dans un cadre tout à fait bienveillant, sont pour l'employeur un moyen de production. Pour un employeur, il peut choisir de produire ou de ne pas produire, parce que ça peut ne pas être intéressant. Et puis quand il choisit de produire, il peut utiliser du capital, des machines, ou il peut utiliser aussi de la main-d'œuvre humaine. Et je le redis, ça ne veut pas dire que tous les employeurs sont d'affreux capitalistes qui ne font que faire des choix du matin au soir entre choisir une machine ou choisir un humain. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'humain, c'est un outil pour la machine de production. Et donc, par moment, on peut être amené à son rang et son statut de moyen de production. Contrairement à la famille ou à l'école, où là, pour le coup, on n'est pas un moyen de quoi que ce soit. Dans la famille, un enfant ou une femme ou n'importe qui n'est pas un moyen pour une finalité qui serait supérieure. À l'école, l'enfant, l'élève, n'est pas non plus un instrument au service d'une finalité autre que son éducation. Troisième élément qui peut être particulier dans le monde du travail, c'est que la violence, potentiellement, elle peut être sans agresseur. Et ça défie un peu les images stéréotypées du mal-être au travail. On imagine le chef qui met la pression, on imagine le collègue toxique, ou on imagine une personne qui aurait subi, par exemple, des formes de harcèlement. Non, la violence sans agresseur peut passer par tout un tas de micro-demandes. C'est-à-dire, chaque demande que vous recevez, prise individuellement, elle n'a rien d'anormal, elle n'est pas du tout scandaleuse, sauf que la somme peut largement dépasser le supportable. Il peut aussi y avoir des objectifs qui sont donnés de très très haut, sans aucun discernement. Il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas d'agresseur particulier, mais le différentiel entre la conception de celui qui donne l'ordre très très haut dans la hiérarchie et celui qui, avec les moyens du bord, doit exécuter, peut être une forme de violence. Et puis parfois, il faut considérer que la violence n'est pas vraiment une question d'agresseur, parce que l'agresseur, c'est quelquefois le dernier maillon de la chaîne, celui qu'on identifie facilement. Typiquement, dans la grande distribution, le chef de rayon vis-à-vis de celui qui remplit les rayons. Il n'est pas sûr qu'en vérité, la violence d'un rapport social, d'un ordre, d'un conflit, vienne réellement du chef de rayon. C'est que le chef de rayon, c'est le dernier élément d'une longue cascade qui part quelquefois d'enjeux logistiques mondiaux. Système d'équilibre de prix,
système d'acheminement de certaines marchandises. Et en dernière instance, ça passe par une engueulade, je le dis un peu familièrement, dans un rayon, donc entre le tout petit chef et la personne juste en dessous de lui. Puis dernier point, qui est propre au monde de la santé au travail, c'est que, encore une fois, en écho à ce que dit l'OMS, le monde du travail, le travailleur n'attend pas forcément que d'être sans problème, d'être sans vivre un mal-être, il peut attendre des choses positives, il peut attendre de l'épanouissement. Et donc, s'il ne l'a pas, c'est déjà potentiellement un problème, même s'il ne subit pas d'agression ou de violence particulière. Dans notre domaine, à l'inverse peut-être de certaines nomenclatures qu'on connaît dans les milieux qui ont une charpente technique et réglementaire, c'est qu'il y a beaucoup de définitions qui sont uniques, qui vont de soi. Bon, je vois qu'il est déjà plus de 25, je vais essayer de bien garder le rythme. J'espère que je suis clair. Tout va bien là pour l'instant, vous me suivez? Oui, c'est très clair. C'est parfait. Ok, faut pas hésiter à nous dire. Hein. Surtout moi, Alix, elle parle très bien, mais moi, des fois, je m'embrouille un petit peu. Bref, bataille de définition. Alors, il y a autant de définitions que d'angles de vue. Nous, ce qu'on repère dans le métier, c'est 3 angles particuliers. L'angle juridique. Alors, les juristes, vous savez comment ça marche, surtout dans la loi. Hein. Il y a une obligation très générale de santé et de sécurité. Alix le développera sur les dérives. Quand on est dans des cas extrêmes où tout va bien ou tout va mal, ça va. Quand on est un petit peu au milieu, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une définition concrète, prête à l'emploi de la santé au travail. L'angle médical, très bien, heureusement que la médecine du travail, heureusement que les services de santé au travail sont là, mais souvent, eux, ils vont plus appréhender les questions de santé au travail sous l'angle du symptôme, c'est-à-dire du bobo, petit ou grand, pas forcément des causes organisationnelles. Ce que fait en revanche l'approche plutôt psychosociale, qui va s'intéresser derrière justement les symptômes individuels à des causes plus organisationnelles. Vous avez dû le sentir dans le propos jusqu'ici, c'est là-dessus que nous allons évidemment insister. Ce qui complique aussi les définitions de la santé au travail, c'est qu'elles peuvent parfois être situées, ne pas être désintéressées ou être intéressées. Normalement, dans sa tour d'ivoire, le scientifique n'est intéressé que par la vérité. Mais en matière de santé au travail, vous pouvez être intéressé par une approche parce que ça va produire des effets. Indemniser des victimes, accuser des coupables, ou dans l'autre sens, évidemment, surtout ne pas indemniser quelqu'un. Donc, on a une définition de la santé au travail qui va éviter de voir des victimes là où il y en a potentiellement qu'il faudra indemniser, ou qui va éviter de mettre en accusation des personnes parce que, pour X raisons, l'organisation n'est pas vraiment dans la démarche de pointer du doigt un coupable et de prononcer des sanctions. Deuxième élément, qui est fort naturel et c'est très bien pour l'équilibre du dialogue social, mais ça peut être compliqué quelquefois pour avoir une définition consensuelle d'une situation, c'est qu'on peut parler au nom du personnel, quand on est représentant du personnel, quand on est syndicaliste. On peut, quand on est aux ressources humaines, parler au nom des intérêts de l'employeur, ce qui fait que c'est biaisé, parce qu'on va avoir une définition de la situation qui est évidemment intéressée par la conclusion plutôt favorable à l'intérêt que l'on défend. Et puis surtout, même si on peut fantasmer sur les définitions les plus pures et parfaites de ce que serait la santé au travail, les risques psychosociaux, la plupart du temps, quand on en est là, c'est que les faits sont arrivés à un tel niveau de maturité, mais on pourrait dire de gravité, que les facteurs de risque à l'origine de tout ça sont déjà bien installés, bien ancrés dans le quotidien du travail, voire que le mal est déjà fait. Et nous, on va insister là-dessus. Finalement, plutôt que de définir ce que serait l'altération de la santé au travail, il faut mieux essayer de se soucier de ces questions-là, de souffrance au travail, de santé au travail, avant qu'elles surviennent. Donc, il ne faut pas attendre de dire « Ouh là là, quels sont les faits que j'ai devant moi et comment je vais essayer de les définir ?» Non, non, il faut mieux avoir une politique préventive qui fait qu'on aurait plutôt tendance à imaginer ce qui pourrait arriver et on fait en sorte que ça n'arrive pas. Ça demande évidemment une certaine maturité dans la question de la prévention. Pour finir sur les questions de définition, enfin, ou presque finir, oui, je me rends compte qu'on a fait un petit, Alix, on a eu un petit loupé, je crois, sur un élément de titre, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de recettes, mais vous allez voir qu'il y a toujours les mêmes ingrédients. Et ça, heureusement, comme toute profession, elle essaye quand même de se définir, enfin s'organiser autour de quelques ingrédients importants. Déjà, il faut savoir que de toute façon, les problématiques de risques psychosociaux
vous allez les retrouver partout. Je dis ça parce que la question avait été posée par le groupe de travail. Et au passage, je m'embrouillais, excusez-moi, il n'y avait pas de confusion de titre, c'était que je regardais 2 documents à la fois. Première information importante, les risques psychosociaux, ça existe potentiellement partout. Quelquefois à bas bruit, quelquefois avec beaucoup plus de vacarme et de dégâts, mais on trouve partout, quelles que soient les tailles d'entreprise, quels que soient les secteurs d'activité, et puis également le côté public, privé ou associatif. En revanche, les combinaisons et les dosages, eux, vont varier. On donne 2 exemples volontairement très différents. Le premier, c'est celui d'un agent de service dans un EHPAD, dans une maison de retraite. Là, évidemment, les facteurs les plus courants de risque qu'on retrouvera, ça sera des phénomènes de pénibilité, le rapport hyper exigeant aux familles, qui disent au prix où on paye, on a le droit d'exiger plein de choses. Et puis, dans un tout autre genre, un trader des marchés financiers, où lui, ces altérations de la santé au travail vont plus être une question de concurrence acharnée, de stress, de pic d'adrénaline, y compris avec des répercussions physiques. On va y venir dans un instant. Ce qu'on va vouloir vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils assez robustes qui montrent qu'il y a une panoplie d'ingrédients qui, de toute façon, sont toujours les mêmes. Et après, il faut des enquêtes de terrain, il faut avoir un regard très appliqué, très concret sur la réalité du travail pour voir ce qui est plutôt de côté, laissé de côté, ou au contraire, ce qui est très marqué. On s'est efforcé de faire un exercice en discutant avec votre enseignante, Madame Vivant, d'essayer de caractériser ce qui serait les grandes configurations qui seraient plus propres au métier de l'urbanisme. Il y aurait le monde plutôt start-up, jeune ou ambiance jeune, hein, ce n'est pas forcément qu'une question d'âge. Du coup, là, les risques psychosociaux, les risques de dégradation de la santé au travail associés, ça va être typiquement question de concurrence accrue entre collègues, hein, tout le monde veut essayer d'être le meilleur sur son projet. La question de l'intensité du travail, en intensité sur un temps donné, puis aussi éventuellement en amplitude horaire. Et une autre configuration qui est plutôt des cabinets à l'ancienne, des cabinets plutôt ambiance paternaliste, hein, avec un vieux maître qui dirige ses équipes avec soit une main de fer, soit un gant de velours, ou les deux à la fois. Et là, on a des travers qui vont être beaucoup plus sur un management pas toujours rationnel, management à l'affect, où il faut accepter l'idée d'une progression souvent lente, aussi un peu comme dans certains grands restaurants parisiens, où on sait que la progression pour arriver à chef de rang, chef de partie, c'est de d'éplucher des légumes d'une façon précise pendant 2 ans. On a connu ça avec Alix sur certaines missions. Et puis le secteur public, qui là va connaître des phénomènes un peu différents, des phénomènes plus de conjoncture, typiquement les changements de majorité, qui vont venir complètement éclater des projets, et puis éventuellement aussi des systèmes qui brident la créativité. Puisqu'autant qu'on est en cabinet, on est entre gens du métier, autant qu'on est dans une collectivité publique, bon, l'urbanisme peut être éventuellement à la 4e ou voire plus 5e ou 6e route du carrosse. Tout ça pour vous dire, après vous réagirez, hein, le but c'est aussi ça, que aujourd'hui et principalement en fait depuis la fin des années 2000, le début des années 2010, il y a un rapport qui a été publié, un rapport Golac, du nom du statisticien sociologue qui l'a présidé, et qui a réussi à dépasser ces batailles de définition, en partant bien du principe que la bonne prévention consistait à embarquer dès l'amont du travail, c'est-à-dire dans le travail, une approche préventive qui allait en fait décortiquer le monde du travail en 6 grandes dimensions, avec cette idée que, en fait, il faut non pas prévenir au sens soigner les bobos, les gens qui passent à l'infirmerie pour des petits ou des grands bobos, mais plutôt intégrer dans le fonctionnement ordinaire du travail un certain nombre de principes de prévention qui tournent autour des exigences de travail, l'intensité, la complexité, la charge, le débordement sur la vie privée. La partie plus émotionnelle, qu'est-ce qu'on doit donner de sa personne, à quoi on est confronté aussi. Pensez typiquement à l'hôpital en ce moment, mais pas que en ce moment. La question de l'autonomie, les marges de manœuvre, on en parlera tout à l'heure. Alors, dans le rapport Golac, qui parle de rapports sociaux, nous, on a essayé de le distinguer quand même en des choses un peu plus précises, l'encadrement, la reconnaissance, les relations de travail. Et puis, vous retrouvez, on en parlera aussi tout à l'heure, les conflits de valeurs. Enfin, je me rends compte que j'aurais pu utiliser ça, les conflits de valeurs, puis enfin le cadre plus de sécurité de l'emploi, de sécurité économique, qui font partie de l'habillage complet de ce qui peut protéger la santé au travail ou au contraire l'altérer.
Et juste pour vous achever en termes de définition, et promis, vous êtes tout de suite après libéré de ce catalogue peut-être un peu assommant, c'est qu'il faut bien penser que les risques psychosociaux sont juste des risques qu'on encourt. Il ne faut pas confondre ça avec les symptômes, avec les troubles. Pour faire simple, vous regarderez le schéma tranquillement plus tard si vous le souhaitez, mais j'espère qu'il est parlant, vous pouvez penser tout simplement au soleil et au coup de soleil. Le soleil, c'est le risque, vous vous exposez. Le symptôme, le trouble, c'est le coup de soleil. Et vous savez que vous risquez carrément l'insolation ou qu'au contraire, vous pouvez faire attention pour vous exposer trop longtemps. Eh bien, la dynamique entre les risques et les troubles, c'est exactement ça. Ce qu'il faut, c'est travailler sur les risques parce qu'on sait que c'est uniquement en se prémunissant contre l'arrivée des risques qu'on évitera de voir arriver les troubles. Dans les définitions, il y a quelque chose qu'on ne trouvera pas. C'est le truc qui serait hyper rassurant, hyper confortable, de dire à quel moment une situation de travail est du bon côté de la barrière, c'est-à-dire elle est du bon côté des questions de santé au travail, ou au contraire, à quel moment elle est du mauvais côté. Si on pouvait trouver ça facilement, ça se saurait, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus? Le premier réflexe, et c'est normal, c'est d'essayer de s'en référer à la loi, de se dire, est-ce qu'à un moment donné, il y a ce qui est légal dans le monde du travail et ce qui n'est pas légal. Alors, ça peut être vrai. La règle formelle, à commencer par la loi, il est vrai qu'elle pose un cadre. Le harcèlement moral, la discrimination, le fait d'exposer à des produits toxiques, tout ça existe. Simplement, c'est assez binaire, parce que ça dit voilà ce qui est autorisé, voilà ce qui ne l'est pas. Mais toutes les zones grises, toutes les zones floues, toutes les zones incertaines, c'est évidemment pas la loi qui va aider à les trancher. Et puis, c'est assez désincarné. Si on vous dit dans le code du travail qu'il faut que les objectifs de travail soient adaptés aux moyens donnés, très bien, merci. Enfin, il va falloir rentrer dans les détails pour justement vérifier si une situation de travail est conforme à cette prescription, que les objectifs doivent être équilibrés avec les moyens. Deuxième élément, la loi locale en quelque sorte, le règlement intérieur. Très bien, mais vous n'avez pas besoin d'avoir encore une longue carrière derrière vous pour vous douter que parfois le règlement intérieur, il existe, mais il n'est pas forcément respecté. L'exemple tout simple, c'est les horaires. Un règlement intérieur peut fixer des horaires de travail, et puis vous constatez dans les faits que ces horaires ne sont pas respectés. Ce qui ne veut pas dire que les gens sont sous la menace d'un bâton qui les frappe s'ils ne restent pas au travail, mais il peut y avoir une entente ou une sorte de tolérance par rapport à des questions d'horaire. Moins dur que les règles formelles comme la loi et le règlement intérieur, les questions de charte. Alors une charte, vous savez, c'est une sorte de profession de foi, de proclamation qui n'a pas vraiment d'effet en termes de sanctions si jamais on déborde, mais nous, parfois, on constate que ça peut être bien parce que ça permet de rappeler des évidences et puis ça permet à des personnes de brandir la charte, de dire, typiquement, la charte de la déconnexion dit qu'on ne devrait plus recevoir des mails des chefs après 20 heures, donc je ne comprends pas très bien pourquoi j'en ai reçu un. Vous voyez, ça permet quelquefois de se relégitimer par rapport à une prise de position. Si on ne peut pas les brandir, les chartes, ça ne sert à rien. Si c'est juste pour décorer un mur, c'est du gâchis de papier. Il y a aussi avec les chartes, vous vous en doutez, parce que vous connaissez ça, je pense, encore plus que nous dans le domaine qui est le vôtre, c'est la question du greenwashing, c'est-à-dire l'illusion de faire bien les choses, mais juste selon un vernis. Nous, on cite aussi dans notre domaine la question des happiness managers, c'est-à-dire ceux qui sont censés pourvoir à votre bonheur. On en reparlera si vous voulez. Donc le légal ou l'illégal n'aide pas vraiment, ne donne pas des clés opérationnelles pour savoir où on en est sur le fait que des situations de travail sont acceptables en termes de santé au travail ou pas. Puis par ailleurs, là où c'est encore un peu plus compliqué, c'est qu'il y a la ligne à ne pas franchir. Ce n'est pas bien d'aller de l'autre côté de la ligne rouge en matière de santé au travail, mais il y a d'autres lignes. Il y a la ligne des usages. Quand on va vous dire ici on fait comme ça, ici c'est comme ça, la question des horaires, la question de certains points réglementaires, vous avez une contradiction entre ce que dit une règle officielle et puis ce que dit l'usage. Et puis, à titre individuel, les personnes peuvent être gênées dans leur parcours d'intégration, de promotion, d'une part, et éventuellement l'envie de rappeler les règles. Et vous voyez bien ce que je veux dire. Quelquefois, on préfère se dire « je vais m'écraser, je vais essayer de m'installer, de faire mon trou, puis on verra bien quand il sera temps de rappeler les règles ». Le calcul n'est pas toujours très très prudent parce qu'une fois qu'on s'est installé là-dedans, c'est pas toujours simple de commencer à dire que ce qu'on a perçu comme normal pendant longtemps ne le serait soudain plus.
Et puis quelque chose de tout à fait majeur également, c'est la concurrence entre, d'une part, un impératif de production et puis de l'autre, de prévention. Vous savez, des petites phrases qui disent bien cette espèce de schizophrénie, je mets des grosses guillemets parce que le mot est un peu galvaudé, mais vous voyez l'idée. Je voudrais bien respecter ce point de prévention, mais il y a tel délai, tel truc. Ou oui, d'accord, mais avec ce client, tu comprends, on est obligé de faire une exception. Vous voyez toutes ces petites phrases en fait qui comprennent un principe, mais qu'il faut oublier tout de suite parce que c'est le mais et ce qui va suivre qui va emporter en fait des effets dans un travail concret. Alix, t'inquiète pas, ça va bientôt être ton tour. Excusez-moi, je n'ai pas fait apparaître les deux phrases. Toujours sur la question de la ligne rouge, on va maintenant essayer de rentrer à bras-le-corps sur les questions de dérives, à commencer par les dérives sur la charge de travail, puisque vous allez voir que là, le morceau est encore plus gros si on veut dépasser l'espoir un peu naïf qu'il y aurait une ligne précise où on saurait si on est du bon ou du mauvais côté. Alix, je coupe le micro et je te laisse activer. Et je serai à tes ordres pour passer les pages si jamais je ne suis pas dans le rythme. Je suis sûre que tu seras dans un rythme parfait. Merci, Chara. Donc, pour entrer dans l'illustration un petit peu concrète de ce qu'on peut faire en termes de lignes qui sont affirmées d'un côté et qui peuvent être facilement mises en tension de l'autre, on peut passer à la slide suivante pour parler de la régulation des missions qui nous sont confiées dans notre travail. Concrètement, on peut compter sur des frontières officielles qui existent, comme par exemple avoir des objectifs qui sont en théorie ajustés aux moyens dont on dispose, avoir le temps de faire ce qu'on doit faire, avoir les informations nécessaires pour travailler. On peut également compter normalement sur le fait d'avoir des tâches qui sont adaptées à nos qualifications. On a par exemple les fiches de poste qui servent typiquement à qualifier ce genre de choses. Mais de fait, les limites dans la réalité du travail au quotidien, c'est que ces frontières officielles sont facilement dépassées. Il y a bien sûr le problème des instruments de mesure. Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'ils prennent tout en compte? Par exemple, si on reste simplement sur la question de la charge de travail qu'on a à faire dans un temps imparti, comment est-ce qu'un instrument pourrait imaginer tous les obstacles qu'on pourrait avoir dans la mise en place du travail qu'on doit faire? Et comme le disait Gérard, il y a également la question des intérêts supérieurs qui revient assez régulièrement avec des impératifs qui peuvent même parfois aller jusqu'à de toute façon, si le travail demandé n'est pas fait, on risque juste de faire, imaginons, couler la boîte. Et la question de la santé au travail ne se pose plus quand il n'y a plus du tout de travail et plus d'emploi. Donc, avec des impératifs de cet ordre-là, on peut tout rendre finalement à peu près acceptable. Ajouter à cela que certaines cultures professionnelles peuvent habituer aussi à travailler dans l'urgence et dans les métiers de l'urbanisme, on le voit que ça existe. La culture de la charrette, ce genre de choses, c'est assez normalisé ou en tout cas standardisé. Et finalement aussi associé à des codes assez positifs, à des codes de bravoure. Cette idée qu'on est un warrior si on réussit à le faire et finalement, qu'est-ce qu'on est si on ne réussit pas à le faire parfois, ou au moins pas tout le temps. Autre impact de cette question de la régulation des missions qui nous sont confiées, ça va être bien évidemment tous les impacts sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Il y a toujours cette question des frontières officielles qui existent, hein, le temps de travail légal est limité. Il y a un droit à la déconnexion qui est affirmé. En théorie, on n'est jamais censé devoir toujours répondre à toutes les sollicitations, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, le jour de la semaine ou les congés. De fait, la limitation légale du temps de travail s'inscrit aussi dans ce droit à la déconnexion. Et bien sûr, les limites dans la réalité du travail au quotidien sont non seulement les mêmes que celles qu'on vient de voir précédemment, mais à cela vont se rajouter en fait des facteurs qui vont rentrer dans ce qu'on va qualifier de surengagement. Finalement, cette idée que si on est engagé dans son travail, si on aime ce qu'on fait, on va facilement prendre des choses tout à fait acceptables, voire même les rechercher nous-mêmes. Tout ce qui va relever finalement de l'autocontrainte ou de cette incitation positive qu'on a, nous, à faire des choses, à se mettre en mouvement, à aller dans la production, concrètement à bosser, à s'arracher, si on veut parler un peu librement.
Mais finalement, dans quelle mesure est-ce qu'il n'est pas de la responsabilité de quelqu'un aussi dans l'organisation dans laquelle on travaille de ne pas nous limiter? Parce que quand on fait des choses comme ça, on ne va pas toujours le faire dans notre propre intérêt. La question aussi, dans les domaines artistiques, créatifs, mais globalement dans les productions intellectuelles en général, c'est que notre outil de travail, c'est notre cerveau. Et finalement, on ne s'arrête jamais vraiment de penser. Et qui n'a jamais eu les meilleures idées de sa vie en prenant une douche relaxante le soir à 20h? Donc en dehors de ces heures de travail, mais finalement, c'est aussi là qu'on produit quand on est dans des bonnes dispositions cognitives. Et il y a bien évidemment des configurations qui vont être particulièrement, qui vont particulièrement susciter ça. Le télétravail qui se généralise plus particulièrement encore depuis 1 an, bien sûr, avec ces dilutions en fait, des frontières spatiales et des frontières temporelles où la limite entre la fin de journée de travail et le début de la soirée se floute totalement. Quand on fait une charrette, n'imaginons même pas le recoupement de fin de soirée et début de journée, début de nuit, ça n'existe plus. Et la dématérialisation du travail qui fait que, bien sûr, le travail se faufile encore plus partout quand on travaille sur des téléphones, qu'on a accès à nos mails à peu près partout, et qu'on fait des choses qui peuvent se consulter assez librement et s'immiscer finalement dans tous les espaces à disposition. On peut peut-être regarder ce que peuvent être les traductions du surengagement et finalement pourquoi aussi là, cette idée de l'autocontrainte est intéressante. Si Gérard, tu peux nous diriger vers le schéma qui est dans l'angle supérieur. Oui, c'est ce que je voulais faire, mais il faut juste que je me rende compte que je désactive le petit viseur. Sinon, ça ne fonctionne pas. Les aléas du direct. Désolé. Je voulais juste, j'en profite, j'arrête le diaporama une fraction de seconde pour le remettre et j'arrête le viseur. Je profite juste pour ajouter que typiquement, cette question d'autocontrainte, on pourrait faire des conférences entières dessus, parce que c'est typiquement le cas où non seulement l'altération de la santé au travail est sans agresseur, mais paradoxalement, on est son propre agresseur. Et ce n'est pas quelque chose de facile à intégrer, mais c'est pourtant parfois la réalité. C'est-à-dire, on joue contre son propre camp. Et j'arrive à ce que tu veux, c'est-à-dire ça. Et je complète ton propos en disant que dans ces cas en fait, où on le dit qu'il n'y a pas nécessairement un agresseur hyper identifié individuel, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de responsable. Le responsable final restant quand même l'employeur, même si une personne est dans une dynamique comme ça de surengagement, donc quelque chose qui vient d'elle-même, en fait, qui vient de l'intérieur de sa motivation au travail, en fait, l'employeur reste quand même responsable de la santé de cette personne, même si elle est elle-même dans une dynamique dans laquelle elle s'active elle-même. Pour vous illustrer le schéma en vertical, vous avez l'axe du bien-être professionnel. Si on est un peu bas, on est plutôt dans le mal-être. Si on est plutôt un peu plus haut, on est dans le bien-être. Et finalement, à l'horizontale, l'axe de l'engagement. Donc, on peut être pas du tout engagé, être même dans le retrait amotivationnel. Donc, c'est plutôt le début de la courbe qui représente du coup la trajectoire de la personne. Si on est un peu dans le retrait motivationnel, c'est quelque chose qui n'est pas du tout positif. C'est associé à de la résignation, à des sentiments assez négatifs. Et finalement, quand on va réussir soit à trouver des sources d'engagement, imaginons en changeant de métier et en trouvant un métier qui est source d'engagement pour nous, ou travailler dans une organisation qu'on aime sincèrement, le plaisir au travail va augmenter. Et on va arriver dans cette zone verte. Si Gérard, tu peux nous faire une petite animation souris sur la zone verte, merci. Dans cette zone verte où on est dans la zone de plaisir au travail. Si le niveau d'engagement continue à augmenter, qu'on tombe dans un engagement excessif, voire un surengagement, puis même un acharnement, on va finalement s'épuiser, se cramer, entre guillemets, au travail. Et donc, c'est là qu'on va qualifier le burn-out en anglais, ou le syndrome d'épuisement professionnel en français. Ça va être associé à des états physiques assez compliqués. Et il vaut mieux se rendre compte de cette situation avant qu'il ne soit trop tard. On a quelques outils qu'on pourra vous montrer éventuellement pour qualifier ces situations et se surveiller soi-même. Je propose qu'on retourne à la diapo centrale.
J'y retourne et j'ajoute, vous voyez, typiquement, la question du burn-out, c'est même quelquefois quelque chose qu'il est difficile à faire entendre dans son entière vérité parce que c'est plus simple d'expliquer le mal par le mal. Or là, on voit bien que ce qui fait mal aujourd'hui, c'est ce qui a pu faire du bien hier. Et donc, vous voyez qu'on est loin d'être dans quelque chose de simple à faire passer, voire ça responsabilise la propre victime parfois, ce qui est un sujet compliqué qu'il faut même quelquefois laisser de côté tellement ça peut compromettre la réparation financière, judiciaire, quelquefois de ces situations-là. C'est vraiment très, très sensible. Je te redonne la main. Merci. Et donc, pour parler d'une autre limite qu'on peut aborder, ça va être tout ce qui va relever en fait des dérives relationnelles. Donc, la question en fait du juste relationnel, donc qu'est-ce que c'est que le bon relationnel au travail? C'est quelque chose qui paraît normal, qui paraît naturel, mais qui ne l'est pas du tout, et qui en fait se construit collectivement. C'est pas complètement une binarité en fait, ce qui relève de l'acceptable et de l'inacceptable, c'est vraiment plus un spectre. Il y a des choses qui sont 100% inacceptables, par exemple les agressions physiques, on n'imagine pas vraiment beaucoup d'univers professionnels où c'est acceptable, par peut-être les boxeurs professionnels. À l'inverse, de l'autre côté, l'humour cordial, ce sera très souvent dans le domaine de l'acceptable. Ces deux choses-là relèvent d'une binarité, il n'y a pas de souci. Par contre, il va y avoir beaucoup de nuances à apporter, notamment parce qu'on a tous des limites qui nous sont très personnelles, mais avec cet effet non négligeable, qui est que si on accepte dans un collectif de travail une pratique, un mot, bref, une interaction qui est considérée comme limite, ou en tout cas qui est dans une zone un peu moins évidente de l'acceptabilité, concrètement, ça va impacter la manière d'interagir de tout le collectif. Et finalement, on en arrive à cette idée que les pratiques ne sont pas acceptables ou inacceptables par essence, elles le sont en fait par acceptation successive. Et on vous a préparé un petit schéma où vous retrouvez en fait sur ce schéma deux zones, donc une zone rouge-orange plutôt sur la gauche, qui est donc plutôt des choses inacceptables, une zone plus bleu-verte qui relève des choses plutôt acceptables. Donc dans les choses acceptables, il va y avoir de l'humour. Dans les choses un peu plus inacceptables, il va y avoir bien sûr les agressions, les injures, pourquoi pas même à caractère racial, des propos discriminatoires. C'est plutôt des choses qui sont complètement admises comme 100% inacceptables. Par contre, il y a des éléments qui vont être plus au milieu, et ce sont ceux-là finalement qui vont vraiment être les objets de lutte, si j'ose dire, de savoir est-ce qu'on les accepte ou est-ce qu'on ne les accepte pas. Le vocabulaire grossier, par exemple, certaines personnes ne seront pas offensées d'entendre un collègue utiliser un gros mot, pas forcément contre eux, mais pour accentuer son discours, utiliser un mot un petit peu grossier. D'autres le seront. Et finalement, c'est cet enjeu-là qui va définir la norme. Si successivement, on en arrive à accepter des choses dans le collectif de travail, par exemple, des commentaires sur le physique d'une collègue ou un collègue qui drague un autre collègue, mais de manière, avec des gros guillemets, lourde, parce qu'on va voir que la drague lourde, c'est problématique en soi, et on va voir en quoi. On a un décalage de cette norme où finalement, des choses qui hier n'étaient pas acceptables le deviennent et finalement décalent, si vous voulez, la normalité des bonnes relations et de ce qu'on accepte chez nous et donc de ce qui est normal. C'est comme ça que quelquefois, en quelques mois ou années dans une entreprise donnée, sans que personne puisse dire à quel moment c'est passé de l'un à l'autre, ce qui aurait été très critiqué 2 ans avant est devenu palier après palier dans la norme, dans la banalité. Ouais. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans nos missions où les personnes ne comprennent pas comment elles en sont arrivées là. Typiquement, c'était en début d'année, j'avais une mission où les assistantes et les chargées de projet dans une entreprise particulière, on était arrivés à accepter des agressions verbales. Elles ne se rendaient même plus compte en fait de l'extraordinaire violence des propos qui s'échangeaient, que ce soit par mail ou en direct live en fait, en vrai, en vis-à-vis. Et finalement, c'était les nouveaux arrivants qui disaient « mais je ne comprends pas comment les gens arrivent à se parler avec une telle violence ». Et juste parce que c'était le travail, les personnes s'envoyaient balader avec perte et fracas. Et après, aller prendre un café à la sortie du travail. Mais pour les nouveaux arrivants, c'était assez violent en fait, de s'accoutumer à cette manière de parler et surtout d'accepter de se faire parler de cette manière-là quand toute leur vie, ils avaient estimé se devoir
ce devoir, un minimum de politesse, quoi. Donc, justement, ça pose la question, si on avance, de quand la dérive devient violence. Ça peut se traduire, bien sûr, par des violences inacceptables assez évidentes. On en a cité une ou deux, les agressions physiques, les injures clairement mises dans le cadre de l'illégalité. Mais le plus souvent, ça se traduit par des choses qui vont, entre guillemets, passer sous les radars et qui pourtant ne sont pas moins violentes. Typiquement, ça va être tout ce qui va relever de l'humour oppressif ou de propos limites ou de choses dites sous couvert de l'humour ou sous couvert de quelque chose d'autre. Le second degré ayant bon dos dans ces situations-là. D'où la nécessité impérieuse d'être équipé pour pouvoir bien définir pour chacun pour soi nos propres limites qui sont, et il faut le rappeler, légitimes. Être en mesure de reconnaître et d'identifier les situations qu'on aura décidé qu'elles ne sont pas acceptables et ne pas hésiter à les dénoncer comme telles, donc comme inacceptables, bien sûr, toujours proportionnellement à la gravité des offenses commises, bien sûr. Il y a des outils qui peuvent servir pour ça. Déjà, bien sûr, ce que dit la loi. La loi a l'avantage de remettre un petit peu de binarité dans tout ça. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables et qui tombent dans l'illégalité. C'est encore ce qu'il y a de plus simple à identifier, même si c'est un autre sujet, mais il y a beaucoup de progrès à faire à plein de niveaux du côté de cet angle juridique, mais peu importe. On a d'autres objets qu'on va pouvoir vous montrer. Par exemple, le Violence Measure Short, j'ai un accent anglais terrible, qui est un outil qui a été développé chez Technologia sous forme de questionnaire, et on va vous le montrer rapidement. Et le violentomètre, qui est un outil qui, pour le coup, n'a pas été développé par Technologia, mais qui est très intéressant aussi. Donc, le VMS. Le VMS, donc c'est une série de 4 questions qui sont assez simples et qui permettent de mesurer pour chacun, en termes de fréquence, à quel point, dans mon travail au quotidien, il arrive qu'une personne, ou même certaines personnes, me fassent me sentir de la manière suivante. Donc, par exemple, non, en l'occurrence, les 4 items, c'est me fasse me sentir isolée du reste de mes collègues, me dénigre, ou me fasse sentir incompétent dans tous les cas, me donne l'impression que si quelque chose se passe mal, c'est de ma faute, donc la notion de culpabilité, et me mette mal à l'aise, voire me fasse peur, qui est finalement l'item le plus important. Bien savoir, bien garder en tête qu'en général, quand on a peur de quelqu'un, ou que quelqu'un nous crée un malaise, il y a sûrement une bonne raison. En tout cas, ça vient de quelque chose, et ça doit être interrogé. En termes de fréquence, plus la fréquence, bien sûr, est importante, plus c'est dommage. Les résultats normaux, entre guillemets, étant jamais à presque jamais. Et si on passe à la diapo suivante, on pourra regarder le violentomètre, qui est donc un outil, si je me souviens bien, juste pour rendre à César ce qui est à César, conçu en 2018 par les observatoires des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis et de Paris, qui donc avait été initialement conçu pour plutôt évaluer l'exposition aux violences relationnelles des relations femmes dans les relations amoureuses, notamment hétéros. Et donc, en fonction des pratiques décrites dans le violentomètre, on peut retrouver des niveaux d'exposition de danger associés à ces différentes pratiques. Si le document n'est pas en lui-même applicable directement en relation au travail, les items, en tout cas, sont plutôt bien transposables. Pour en finir sur les violences relationnelles, on souhaitait vous proposer d'entrer dans un exemple un petit peu concret, donc celui du sexisme ordinaire qui sévit, tout simplement. Le cadre légal existe sur ce sujet. Il y a notamment 4 sujets qui sont traités donc, dans le cadre légal. Les agissements sexistes, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles et les viols. Les 2 sujets les plus graves sont bien identifiés dans le cadre légal. Les 2 sujets, à la fois les moins graves, mais également malheureusement les beaucoup plus fréquents, sont beaucoup plus difficiles à qualifier. C'est un problème qui reste assez présent. Ces dérives sont rarement qualifiées comme telles, que ce soit par leurs auteurs, les victimes et les témoins.
Et ça passe beaucoup sous les radars, notamment tout ce qui va relever des agissements sexistes, parce que finalement, en fait, dès qu'on est au-delà de l'hostilité sexiste assez grossière, il y a beaucoup de choses qui passent sous les radars. Tout ce qui va relever, par exemple, du sexisme bienveillant, donc des phrases du type je vais faire ça pour toi ma petite, ou demander à l'assistante d'aller chercher le café avec un petit sucre s'il te plaît ma jolie, etc. Tout ce qui va relever de l'essentialisation ou du réductionnisme un peu biologique, du type vous les femmes, vous finirez bien par me faire un an et demi d'arrêt de maladie ou d'arrêt maternité et congé parentalité à un moment donné. Finalement, tout ce qui relève aussi du réductionnisme biologique, ça peut aussi très bien marcher sur des choses, sur des sujets au-delà du sexisme. Bien sûr, le racisme est assez bien positionné. Est un sujet qui peut également être abordé par ces biais-là. L'antiprogressisme également, commun à différents sujets, avec cette idée que de toute façon on ne peut plus rien dire. Donc ça marche, c'est un axe qui est assez bien emprunt des sujets de sexisme ordinaire, mais également homophobie, racisme, validisme, etc. Plus grave et plus ambivalent dans le sexisme ordinaire, tout ce qui va relever en fait de la sexualisation des relations professionnelles. Donc, ce qu'on entend par là, ça va être typiquement une blague à caractère sexuel qui va mettre en scène soit l'auteur de la blague, soit une personne présente dans l'assemblée qui sera l'objet de la blague, donc dans une situation faisant appel à une situation d'acte sexuel. Donc, les blagues à caractère sexuel n'étant pas à bannir totalement des relations sociales en général, avec des personnes qui ne sont pas gênées par le sujet, pourquoi pas. La limite étant que dans le cadre professionnel, se mettre en scène soi-même ou mettre en scène des personnes, malgré elles, devant leurs collègues, en mettant des images à caractère sexuel dans l'esprit des gens, participe de la sexualisation des relations professionnelles et c'est une grosse source de malaise qui passe souvent beaucoup sous les radars. Question fréquente qui nous revient beaucoup, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus draguer au travail? Est-ce que du coup, ça devient complètement interdit de draguer au travail? Probablement pas. Les rencontres sur le lieu de travail sont probablement pas vouées à disparaître. Le lieu de travail reste un lieu de rencontre assez classique. Et il est peu probable que ça disparaisse. Toutefois, il y a le passage de la drague et du jeu de séduction à la relation de pur harcèlement à caractère sexuel se fait finalement quand la personne intéressée ne se soucie pas de savoir si l'autre personne en face est également intéressée. Et finalement, la drague s'arrête quand la personne draguée n'est pas intéressée et que la personne intéressée continue à y aller. Avec toujours cette idée finalement que, contrairement à l'adage, en matière de drague, qui ne dit mot ne consent pas. Une personne qui ne répond pas à des sollicitations à caractère romantique n'est pas intéressée et donc la poursuite de ce type de relation rentre dans le cadre potentiellement du harcèlement sexuel. À savoir que dans le cadre professionnel, la qualification de harcèlement sexuel peut venir plus ou moins rapidement en fonction du statut, bien sûr, de la personne dragante qui met en place la drague. Notamment si elle a un ascendant qui renforce son pouvoir d'insistance. Je reprends la main, bon, je vois l'heure a déjà bien tourné, merci de votre patience. On a une dernière partie qui est un peu plus courte parce que c'est aussi peut-être une façon de vous mettre dans la discussion, tout le monde, les participantes et participants. Donc c'est la question des valeurs et sous un premier angle qu'on propose, celui de la confrontation, de l'opposition éventuelle entre les questions d'éthique et puis les consignes qu'on peut recevoir dans le travail. Ce qui va opposer plus précisément ce qu'on peut appeler des règles de métier,
et un ordre de mission, qu'il soit verbal ou quelque chose de plus formalisé. Le dilemme est le suivant, on vous amène, sans vous le dire forcément explicitement, ou en vous le disant explicitement, à faire des entorses à la réglementation, la question des marchés publics, et puis la question dans la technique du travail, exemple d'une norme environnementale, en disant bon, non, mais là, ça va être trop compliqué. Et après, ce sont des détails, moi, qui m'échappent techniquement, mais que vous devez connaître. Et puis, par-delà la question réglementaire, il y a la question de l'éthique plus symbolique, c'est-à-dire de ne pas faire les choses dans les règles de l'art, de ne pas faire les choses comme on les fait dans le métier. Vous avez ça également dans le domaine du médico-social, par exemple, ou de l'enfance en danger. Soit les règles de l'art, soit l'éthique personnelle. Il y a des choses qu'on ne se sent pas prêt à faire, notamment dans des cadres de mise en concurrence, des cadres financiers, des cadres verbaux où on veut vraiment faire plier quelqu'un qu'on a besoin de faire plier. Tout ça ne fait pas forcément partie de ce qu'on a envie de faire. Alors, comment on fait? Comment on fait par rapport à ça? Là, on n'est plus exactement, vous l'avez compris, dans des violences au sens des violences sous forme psychologique, d'oppression. Donc, il y a des moyens de se défendre qui peuvent être plus institutionnels. Jouer sur la mise en évidence d'un risque juridique, sans faire forcément de menaces, mais en tout cas, insister sur aussi le risque sous l'angle de la réputation. Voilà, on joue gros quand même sur cette affaire si on s'autorise à déroger à telle règle. Et puis là, je le dis de façon très opérationnelle, en mode quasiment guérilla, il faut savoir trouver des alliés. Notamment quand on débute dans le métier, donc potentiellement c'est le cas d'une bonne partie d'entre vous, faut bien admettre qu'on peut être au clair, voire avoir tout à fait raison sur toute la ligne, mais tout seul, ça va être un petit peu dur. Donc, il faut apprendre à trouver des alliés. Donc là, c'est un petit peu le sociologue qui parle. Il faut avoir une idée du jeu d'acteurs qui se présente et arriver à repérer le bon supérieur hiérarchique ou des gens qui sont justement à l'interface des questions de contrôle qualité ou autre. Il ne faut pas rester tout seul. Et à nouveau, on vous le soumet parce que là, on ne peut pas forcément parler à votre place, vous, connaisseuses et connaisseurs du sujet. Les configurations, donc sous 3 angles, là, ambiance paternaliste, ambiance start-up ou ambiance collectivité publique, donnent à voir évidemment des dosages et des configurations différentes de ces confrontations entre la consigne qu'on reçoit et l'éthique qu'on souhaite défendre, soit au titre du métier, soit à titre personnel. Deuxième élément dans les valeurs, le sens du travail. Alors, on a préparé la séance aussi avec Madame Vivant, rassurez-vous, ce sont des extraits anonymes, mais sur le mode en fait d'extraits de carnet de bord de personnes du métier, qui, vous le voyez, un brut de décoffrage, disent trop de pression, pas assez de reconnaissance dans le travail, la distinction permanente entre le projet urbain et la planif, ça pèse la personne à qui il est fait référence, elle a perdu le sens. En gros, ce qui faisait son identité professionnelle s'est perdu quelque part dans les rouages gestionnaires, techniques, peu importe le terme, de son travail au quotidien. Deuxième exemple, les chefs de projet ne sont pas forcément dépendants des projets en cours ou inscrits au programme partenarial. Ils disposent, si besoin, d'une capacité à activer leur réseau extérieur, des GS, des intercos, pour se faire passer commande sur une étude ou une mission, ce qui peut permettre d'éviter la placardisation ou la marginalisation. Ça joue sur ce qu'on appelle le capital social de l'individu, c'est-à-dire en gros être proche de gens qui sont influents. Ça, c'est important parce que ça montre qu'on peut le déplorer, mais qu'il faut déployer une énergie, se démener pour justement réémerger et retrouver le plus possible du sens au travail. Mais ce n'est pas en attendant passivement que ça arrive que ça a toutes les chances d'arriver, même si parfois il faut faire preuve de patience. Alors, si on essaye de décortiquer derrière cet exemple les tendances qu'on pourrait appeler essentielles ou majeures, sur la question du sens du travail, sur tous les métiers, comme le disait Alix tout à l'heure, où on mobilise des capacités intellectuelles dans un mélange de technique et de créativité, il y a une grosse dose de santé au travail qui passe par le fait d'être épanoui. Et il est vrai, on n'en a peut-être pas assez parlé, mais que la santé au travail, c'est une question d'équilibre et qu'on est prêt à amortir des horaires un peu costauds, quand par ailleurs, ce qu'on fait est épanouissant. Si on a des horaires costauds et qu'en plus, ce n'est pas épanouissant, ce n'est pas terrible. Qu'est-ce qui peut empêcher l'épanouissement parce qu'on accomplit une tâche pas très intéressante? C'est d'abord les marges de manœuvre qui empêchent de faire les choses comme on pense qu'il faut les faire. Alors là, je dirais, il ne faut pas être passif. Là aussi, les remèdes sont de l'ordre du dynamisme. Revenir à la charge, même si ça n'a pas marché du premier coup. Donc, pousser un peu les murs, revoir sa copie, il faut accepter ce jeu-là. Il faut être convaincant quelquefois en s'y prenant en plusieurs fois. Ensuite, il y a un deuxième phénomène qui peut entraver l'épanouissement, c'est le fameux cycle de vie de la carrière.
C'est-à-dire qu'en début de carrière, on va être plus limité dans la possibilité, par exemple, de choisir des projets. On va prendre un peu les choses comme elles sont parce qu'on n'a pas voix au chapitre, comme on dit. Bien sûr, on peut faire preuve de patience, mais toujours en mode actif, là, on pourrait vous dire, il faut aussi scruter les situations, repérer des opportunités de combler un besoin qui n'a pas été satisfait, qui a été un petit peu laissé de côté, que ce soit un truc juridique, que ce soit un truc technique, que ce soit, si on est dans une démarche commerciale, reprendre des prospects pour montrer que nous, on va savoir arracher une possibilité là où on pensait qu'il n'y en avait pas. Et puis, je dirais aussi, c'est savoir regarder les yeux grands ouverts et de découvrir que ces centres d'intérêt initiaux ne sont pas forcément les seuls qui peuvent être source d'épanouissement. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important dans le développement professionnel, c'est de savoir changer d'avis, changer d'idée et pas forcément rester cramponné sur son idée de départ. Ça existe dans d'autres domaines professionnels où la question des mobilités géographiques ou fonctionnelles doivent quelquefois faire l'objet d'un deuil où il faut ravaler en fait ses ambitions de départ, mais ça ne veut pas dire qu'on sera plus malheureux en faisant autre chose. Autre problème dans le sens du travail, c'est quand on ne comprend rien à ce qu'on nous demande. Quand en gros, on est un petit soldat, un petit pion dans un grand échiquier auquel on ne comprend rien, parce que les fonctions de chacun sont super morcelées, super éclatées. Et ça, il faut bien avouer que ça peut vous arriver très facilement, surtout si vous êtes sur des grosses structures. Ou en gros, à la manière des éditeurs qui à une époque faisaient traduire des livres en les déchirant en morceaux et les premiers prenaient 50 pages, le second prenait les 50 pages d'après et personne ne comprenait rien à l'ouvrage global. L'ouvrage, au-delà du sens livre, l'ouvrage c'est l'œuvre, c'est le travail qu'on fait et c'est sûr que ça peut être source de mal-être quand on n'a pas d'idée globale de ce qui se passe. Là aussi, il ne faut pas rester sans rien faire, il faut apprendre aussi à se rapprocher de là où ça se passe, là où ça se décide, se rapprocher des chefs de projet. Et pourquoi pas, quelquefois, même si c'est que du faisant fonction, prendre un peu les rênes, et quelquefois ça se passe bien en fait, parce que du coup, ça soulage les personnes qui n'ont pas très envie de faire la gestion administrative d'un projet, et ça permet de se recentrer, de se mettre dans une position où on comprend beaucoup mieux ce qui se passe. Là, vous l'aurez compris, c'est la phase antifataliste de cette conférence. Deuxième élément qui peut faire qu'on est un peu paumé par rapport à ce qu'on nous demande, c'est quand les enjeux majeurs sont des enjeux gestionnaires, financiers, ou des enjeux carrément politiques. En tout cas, des enjeux qui sont étrangers à ce que sont vos critères du travail bien fait, vos critères pro, quoi, en quelque sorte. Là encore, il y a des choses à faire. Nous, on vous dirait que ce qui est important, c'est d'apprendre à créer un entre-soi, d'être dans sa bulle de collègues, sa bulle éventuellement de gens du métier avec qui on peut vraiment échanger concrètement sur le boulot. Et à l'abri dans sa bulle, c'est là qu'on peut peu à peu conquérir une meilleure compréhension de ce qui se passe. Mais je dirais pas pour le plaisir de la curiosité, mais aussi c'est typiquement en comprenant mieux les arcanes politiques qui font qu'un projet à un moment donné est modifié, évolue d'une façon ou d'une autre. C'est en comprenant mieux ces leviers-là qu'on va pouvoir agir dessus pour mieux retrouver ces marges de manœuvre. Exemple, je lisais un document pour essayer de préparer la séance au cas où vous m'auriez interrogé plus techniquement. Comment on fait quand on veut intervenir dans le cadre d'une révision d'un plan d'occupation des sols ou d'un PLU? Si on ne piche pas un minimum les rouages politiques qui sont à l'origine de tout ça, on risque d'être le technicien de service qu'on ne va pas forcément écouter, même si, encore une fois, vous pouvez être dans le vrai avec vos arguments à vous. Et vos arguments à vous ne sont pas forcément les arguments pertinents pour les personnes qui décident. Et pourquoi pas, ce qui nous amène à la conclusion, heureusement, il est 7h15 quasiment, pourquoi pas aussi renoncer. Il y a un phénomène assez étrange que nous, on observe dans les questions de santé au travail, c'est qu'à un moment donné, non seulement, vous l'avez compris, il y a des situations qui rendent tolérable ce qui est pourtant pas tolérable, et on finit par se demander, et quelquefois les collègues des gens finissent par se demander, jusqu'où une personne supportera ce qui se passe. Alors évidemment, il y a la question de la carrière, il y a la question du chômage, mais il y a tellement d'exemples après coup de gens qui se retrouvent lessivés, rincés, décimés, qu'ils se disent un peu trop tard, j'aurais mieux fait d'arrêter, j'aurais mieux fait de m'exposer au chômage que de m'exposer à un chômage plus une maladie dépressive. Et oui, parce que ce n'est pas forcément un très bon calcul, mais souvent, parfois plutôt, on le comprend un petit peu trop tard. Voilà. Je voulais juste ajouter sur cette idée de et pourquoi pas partir. Partir, ça ne veut pas forcément dire tout plaquer, donner sa démission et abandonner son emploi dans lequel ça se passait mal pour du coup forcément passer sur un chômage ou négocier une rupture collective, une convention. Enfin,
ou négocier un départ, ça peut aussi mettre en place une recherche d'emploi ailleurs tout en conservant le travail qu'on a actuellement, ce qui permet de limiter cette phase compliquée socialement. Ça permet aussi d'ouvrir une porte de sortie, ou en tout cas d'entrevoir une porte de sortie qui limite aussi les dégâts psychologiquement quand les choses se passent vraiment mal. Merci pour la précision. C'est vrai que quelquefois, il y a des choses qui ne sont pas complètement rationnelles, un peu comme la personne au ski nautique qui tombe des skis mais qui continue à tenir la poignée. Vous voyez, c'est une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un peu après coup qu'on peut se dire, en fait, j'aurais mieux fait de lâcher dès le début. Alors, bien sûr, on avait dit, on va essayer de ne pas être fataliste. Oui, la question de la prévention de la santé au travail est une vigilance sans fin. Vous ne pouvez pas vous dire un beau jour, que ce soit votre métier ou que vous soyez acteur dans une entreprise où la question de la santé au travail se pose. On ne peut pas se dire, c'est bon, j'ai bouclé le projet santé au travail, c'est réglé, il n'arrivera plus rien. Ça n'existe pas. Pour autant, la culture de la prévention, ça marche, ça protège. Donc, une vigilance sans fin, c'est quelque chose qui paye. Je pense que vous avez compris la philosophie de la conférence, c'est de ne pas attendre les gros dégâts pour agir. Un peu comme on dit quelquefois dans la question de la prévention de l'alcoolisme, il ne faut pas attendre d'être dans un état tel qu'on ne saura plus s'arrêter. Il faut s'arrêter quand on est encore en situation de s'arrêter, même si ce n'est pas si grave. Les signaux faibles, dans le monde de l'entreprise, c'est un peu ça. Oui, ce n'est pas si grave, il n'y a pas de drame. Mais précisément, si on s'approche trop tôt drame, on ne pourra plus arrêter la machine, on ne pourra plus arrêter l'état dépressif, on ne pourra plus arrêter la banalisation de ce qui est dysfonctionnel. Donc, il faut intégrer des résistances. Ça, c'est important parce que je parlais en introduction de paillettes et de poussière, et que plus il y a des récits enchantés, plus il y a de paillettes, et plus on va avoir envie, au niveau des décideurs notamment, ou même de la communauté des travailleurs, plus on va avoir envie de repousser une réalité dérangeante. Ces résistances-là, il faut en tenir compte. Il faut déjà considérer que le mal-être au travail n'est pas forcément un accident, n'est pas forcément un truc qui sort accidentellement du quotidien du travail. Non, il peut être le fruit, le produit d'un fonctionnement normal du travail. Dans la finance, on voit ça tous les jours. Ce qui crache de la finance, normalement, c'est aussi ce qui peut abîmer des collectifs ou des individus au travail. Du coup, alors ça, il faut avoir les bons rapports de force et avoir les bons arguments et le bon aplomb. Et on le verra tout à l'heure, il faut aussi s'appuyer sur d'autres acteurs. Il faut accepter de remonter aux causes organisationnelles, même si ça dérange. Parce que si on soulève que ce qui ne dérange pas, il y a des chances que les mêmes causes reproduisent les mêmes effets et qu'on se retrouve avec les mêmes problèmes si on s'est attaqué qu'à la surface visible d'un problème. Le deuxième élément qui est peut-être le plus dur, et là je vous le dis parce que c'est un sujet délicat, comment on fait pour avoir une posture de remise en cause, une posture de plainte, si on s'estime victime de quelque chose, ou si on estime avoir été témoin d'une situation dont une autre personne a été victime. Vous l'avez compris, il y a plein de résistances du type mais enfin notre métier est avant tout une passion, ou on est quand même une grande famille. Et ça c'est compliqué parce que quand on se prend ça dans la figure, ça fait que le récit il est perçu comme un empêcheur de tourner en rond et un récit qui vient ternir le récit enchanté. J'allais dire le récit souffrance au travail peut même être vécu comme une attaque contre le travail en lui-même en fait. J'y viens. Et du coup, on peut le déplorer parce que par moment, ça serait quand même plus acceptable de pouvoir se poser comme une victime, un point c'est tout. Exactement comme ce qu'on dit d'ailleurs, vous le savez, sur les femmes battues au commissariat qui aimeraient bien ne pas avoir à développer tout un tas d'artifices pour arriver à déposer plainte. Juste, elles ont une plainte, elles la déposent et c'est bon. Dans le monde du travail, et surtout quand on est sous les radars, quand on est sur des signaux faibles, c'est plus compliqué. Et encore une fois, même si on peut le déplorer, il est important d'être un petit peu stratégique. Parce que si on arrive et qu'on est qualifié de personnes trop faibles pour tenir le coup, de personnes qui cherchent à nuire à l'institution, eh bien, il y a des chances que l'institution se défende et dise en fait, il n'y a pas de problème de souffrance au travail, il y a un problème avec la personne qui nous apporte le cas de souffrance au travail. Et je le redis, du coup, il faut savoir s'entourer, il faut quelquefois compter sur ce qu'on appelle le soutien social pour éviter le plus possible cette résistance et que en fait, le message ne soit pas entendu parce qu'on estime que le problème vient du messager. Le soutien social, ça va être les collègues, ça va être éventuellement même les collègues qui sont dans une relation très proche
avec des souffrances similaires, ou en tout cas des confrontations à des situations similaires, ce qu'on peut appeler la sororité dans la souffrance. Et puis, il faut le dire, on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'est peut-être évident, mais quand même, il faut le dire, il y a toutes les institutions qui sont là pour garantir, agir en termes de prévention, du côté des représentants du personnel, des syndicats, ceux qui sont élus pour ça, et puis du côté des professionnels, les services de santé au travail, infirmiers, infirmières, médecins du travail, etc. On vous l'avait dit, l'idée n'était pas de vous assommer avec du jargon, j'espère que le travail est réussi, et même si on a voulu mettre le doigt sur des choses qui peuvent être graves et tristes, d'essayer de vous montrer qu'il n'y a rien de fatal là-dedans, et qu'individuellement et collectivement, on peut se défendre, pourvu qu'on prend les choses à bras-le-corps avant que ce soit trop grave. Merci encore pour votre attention soutenue pendant plus d'1 heure. Merci beaucoup, c'était passionnant, enfin moi j'ai trouvé ça passionnant. Alors, on a fortement débordé sur notre horaire initial, donc je sais que certains peut-être ont des contraintes, donc auquel cas, vous pouvez tout à fait vous déconnecter. De toute façon, on diffusera cet enregistrement sur la chaîne YouTube, parce que je sais que plein de personnes sont très intéressées, notamment à l'université, et dans les autres formations de master. Voilà, il y a des commentaires, c'est vraiment génial, merci. Alors, par contre, il y a peut-être des questions. On va se donner peut-être 10-15 minutes. On essaye de finir à 7h30 parce que là, quand même, on a un peu dépassé les limites. Donc, on a bien compris qu'il fallait rappeler que les limites étaient importantes. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Alors moi, j'aurais une première question. D'abord, merci énormément pour cette conférence. Elle a été vraiment d'une très, très grande qualité. Alors, la question, c'est à propos de... vous avez évoqué des sujets un peu, on va dire, classiques dans la violence du travail. Et moi, je me demandais comment ça se passait quand on était vraiment dans un cas unique, où, par exemple, on avait un mode de vie alternatif, que ce soit, par exemple, vivre dans un habitat mobile, éduquer ses enfants en dehors de l'école, etc. Comment est-ce que ça, on peut le vivre au sein du travail en se disant, quand on va nous proposer d'aller manger chez nous, ce genre de truc, et on n'a pas envie d'y répondre, on n'a pas envie de montrer qu'on vit différemment, en fait, mais que pourtant on a envie d'avoir une vie de travail normale, en fait. Gérard, tu souhaites prendre la question? Ouais, c'est original, bravo, parce que c'est pas tous les jours qu'on nous propose les choses sous cet angle-là. Oui, je dirais que c'est l'enjeu, ce qu'on appelle la sociabilité, c'est-à-dire le fait de nouer des relations sociales, quelquefois très formelles, codifiées, puis quelquefois beaucoup moins. Et effectivement, dans le monde du travail, on sait que même si on a des relations amicales avec les personnes, je sais pas si c'est vers ça que vous voulez aller, mais en même temps, il y a toujours une petite prise de risque parce que même les relations amicales sont aussi des relations professionnelles. Après, on peut avoir une image qui change, l'image de quelqu'un, alors au choix, hein, de pas sérieux ou de bizarre ou de tout ce qu'on voudra, et qui peut se répercuter ensuite professionnellement sur la bonne ou moins bonne impression que l'on donne. Et je dirais que oui, dévoiler ses particularités dans le monde professionnel, c'est toujours une petite prise de risque et il faut le faire à bon escient avec les bonnes personnes, mais je ne suis pas sûr du coup que ça réponde à votre question. Mais en tout cas, oui, c'est un sujet qu'il faut prendre avec prudence. Et peut-être que vous vouliez aussi dire que c'était quelque chose qui faisait souffrir parce qu'on voudrait le faire. C'est cette impression peut-être d'être marginal en fait et que ça peut avoir une répercussion sur notre vie professionnelle parce qu'on peut être par exemple mal vu par son patron, ça peut nous retirer une promotion ou ce genre de choses, de ne pas rentrer dans la norme en fait. Tout à fait. C'est pour ça que s'il n'y a pas un enjeu particulier à se dévoiler dans ses particularités, mieux vaut pas le faire. Mais après, tout est question de balance. Plus vous pouvez mettre dans la balance des faits de bravoure, qui soient financiers, qui soient techniques, qui soient de l'ordre plus symbolique de la réputation, je sais pas moi, de la réussite à un concours par exemple, et plus ça contrebalance l'espèce de bizarrerie qui pourrait être associée. Voilà. Mais c'est sûr que quelqu'un qui n'aurait rien à mettre dans la balance en termes de succès, de personnes dont on pourrait absolument pas se passer, ou ce genre de choses, oui, c'est un petit peu risqué. Inversement, si on est une espèce de diva, vous savez ce que c'est ou pas, on vous passe tout. J'allais dire, je voulais compléter ce que tu disais, Gérard, parce que toi, tu le prends vraiment sous l'angle de
de fait, on peut pas nier qu'il y aura des impacts si on révèle certains aspects. Je vais prendre un exemple un petit peu bateau, mais par exemple, si on révèle une orientation sexuelle autre que hétéro sur son lieu de travail, on n'est pas à l'abri d'avoir des collègues homophobes ou pas spécialement tolérants vis-à-vis de notre hétérosexualité. Et finalement, c'est toujours un risque en fait de s'éloigner d'une norme qui ressemble, qui est finalement assez protectrice, ou en tout cas qui est source de pas de soucis. Je voulais quand même rappeler qu'il y avait un certain nombre de sujets qui restaient en théorie protégés. Tout ce qui va relever, si on entre dans certains types de spécificités, tout ce qui va relever par exemple de l'orientation sexuelle, de l'identité genrée, tout ce qui va relever des opinions politiques, des engagements philosophiques, également des engagements associatifs, syndicaux, etc. Ça fait partie des sujets qui, en théorie, sont censés être protégés. Donc c'est toujours un risque en fait de s'éloigner d'une norme qui est assez protectrice, mais c'est vrai qu'en théorie, on doit pouvoir quand même aspirer collectivement à tendre vers quelque chose d'assez inclusif. Mais comme le rappelle Gérard, faut pas être totalement aveugle au fait que ça reste encore quelque chose de compliqué dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, malheureusement. On peut le déplorer, mais on ne peut pas complètement le nier. Voilà, faut savoir où on met les pieds et voilà, quand il y a la guerre, mieux vaut mettre un gilet pare-balles. On va essayer de pas être trop long sur la réponse. Anthony, j'espère que ça vous donne des éléments. Et juste pour rappel, la règle juridique, elle existe, mais il y a tout un tas de gens licenciés pour des raisons qui déplaisent à un employeur de type orientation sexuelle, philosophique ou je sais pas quoi, mais dont on trouvera une autre raison pour les licencier, bien sûr. Donc c'est quand même voilà, quelque chose qu'il faut réfléchir. Si on n'a rien à mettre dans la balance en termes de protection, on le répète. Merci Anthony pour cette question. Peut-être d'autres personnes veulent poser. Merci pour vos réponses. Moi, je voulais prendre la parole. Alors, c'est plus un témoignage qu'une question. Moi, je suis issue du monde professionnel et j'étais journaliste pigiste, donc avec le lot de précarité qui va avec. Et pour le coup, on a eu énormément de cas, dans ma courte carrière, de harcèlement moral, on a eu toute une rédaction contre un rédac-chef en cabinet de risque de troubles psychosociaux, etc. Et en fait, tant que la direction ne prend pas, n'écoute pas ce que vous disiez, en fait, ça ne change rien. Et ce que je veux juste dire à toutes les personnes de la promo, c'est en fait, fuyez, parce que ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup. En fait, c'est trop douloureux et il se passe trop de choses qui ne devraient pas se passer. Et les recours juridiques, voilà, en fait, on a eu beau être soutenu par le CHSCT et tout le reste du CE, en fait, il ne s'est rien passé. Donc voilà, il faut se protéger, c'est tout ce que je veux dire. Ouais, vous êtes raccord avec la conclusion en gros caractère qu'on avait proposée tout à l'heure. Alors moi, j'aurais une question à propos de la culture des charrettes, en fait. En fait, aussi, j'ai vécu ça. Je voulais savoir à quel point on pouvait agir dans des petites structures, en fait, dans des petits bureaux. Comment et à quel point il faudra poser des limites dans cette dimension-là. Est-ce qu'il y aurait en fait une certaine stratégie pour aborder ce sujet-là dans des petites structures de travail? Ouais, c'est vrai, c'est un vrai sujet et qu'on retrouve nous dans énormément d'organisations, vous l'imaginez bien. Puisque vous employez le mot stratégie, souvent la première question à se poser en parlant de stratégie, c'est est-ce qu'on a une stratégie de la confrontation, quelque chose donc de l'affrontement, voilà, ou de la conciliation. Si on est sur la confrontation, c'est parce qu'on estime que justement, il n'y a pas de conciliation possible, il n'y a pas de dialogue, on a déjà essayé la conciliation. Et là, ça peut être soit de faire appel, on en parlait tout à l'heure, à des acteurs dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, inspection du travail, etc., syndicats. Pourquoi pas ressources humaines aussi, parce que parfois, ils peuvent fonctionner comme des médiateurs entre l'employeur donneur d'ordre et les équipes de travail.
mais c'est ce que disait votre camarade tout à l'heure, là, vu son expérience dans le journalisme, Liu Adeline, voilà, c'est juste la mosaïque qui a changé de place. Voilà, il faut sous-peser son arsenal au départ avant d'y aller. L'autre aspect dans la confrontation, c'est non plus agir par rapport à la règle, au rappel à la loi, mais c'est agir en termes de conséquences. C'est-à-dire que quand collectivement, on s'entend pour aligner un rythme de travail qui devient plus raisonnable par rapport à la charrette dont vous parliez. Mais souvent, il faut s'aligner collectivement. On rétablit un rythme plus acceptable de travail collectivement. Ça fait que la conséquence pour le donneur d'ordre, ou que ce soit en interne ou que ce soit le client, il est confronté de toute façon à quelque chose, à un front devant lui. Et du coup, sa prise de position du type je vous mets la pression, etc., elle a un effet du type bah, écoutez, je vous le fais, mais voilà à quoi ça ressemblera. Ou si vous voulez que ça ressemble à ce qu'on avait dit au début, voilà ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut discuter de un jour ou deux de plus? Mais ça s'appelle rentrer dans la discussion. Et là, vous voyez, je glisse doucement vers la question du coup de la conciliation. Souvent, il faut quand même mieux tenter la conciliation, ne serait-ce que parce que si un jour les choses se durcissent sur un plan juridique, c'est plutôt favorable que d'avoir montré qu'on avait tenté des choses. Troisième point, toujours de l'ordre de la conciliation, c'est de jouer sur la carte soit bienveillante, soit purement protection juridique, mais d'insister sur des arrêts maladie qui se multiplient ou une personne qui elle-même a besoin d'être protégée par un arrêt maladie, sinon elle va être trop abîmée par le travail. Et ça peut éventuellement faire réviser les positions d'un employeur ou d'un chef de projet. Ce qui est sûr, c'est que rien faire produit rarement des effets parce que les choses n'arrivent pas sans raison. Si la culture de la charrette est récurrente dans une organisation donnée, c'est qu'elle produit quand même des choses bénéfiques. Il ne faut jamais oublier, encore une fois, qu'un mal-être au travail qui est récurrent, qui est systémique, c'est que par ailleurs, il y a un aspect positif, en tout cas pour d'autres personnes. Oui, et j'allais ajouter également, pas complètement partir du principe que les choses changeront jamais. On a eu un exemple qui, pour le coup, était assez déconnecté de notre intervention, mais tout à l'heure, Gérard, tu avais cité le fait qu'on avait pu travailler avec un grand restaurant parisien, dans lequel, en fait, dans ce grand restaurant parisien, l'inspection du travail était intervenue donc, avant nous pour remettre de l'ordre dans les horaires de travail. Donc, dans un milieu professionnel où typiquement les personnes faisaient des journées de travail monstrueuses en commençant beaucoup trop tôt, en faisant une pause au milieu de la journée et en terminant beaucoup trop tard, l'inspection du travail était intervenue et ce grand restaurant parisien avait commencé à faire partie des premiers à avoir du coup des cuisiniers qui respectaient officiellement et heureusement le temps de travail légal. Ce qui, du coup, était une impulsion très, très positive à mettre dans ce milieu professionnel-là. Ce qui veut dire que les choses peuvent changer et avec les bons intervenants, avec une bonne dynamique, quand certains acteurs se mettent en route, ça peut aussi ouvrir des choses qui vont se répandre dans le milieu globalement, même si c'est forcément toujours un peu lent. L'optimisme reste autorisé. Et merci bien sûr aux étudiants qui ont préparé la séance. C'était très intéressant d'avoir un retour préalable et d'avoir une première appréhension des sujets qui vous intéressaient. Donc, c'était très, très bien de pouvoir travailler comme ça. J'espère que peut-être on reproduira cette expérience, si possible en vrai, dans nos locaux l'année prochaine. Parce qu'il va falloir attendre. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci encore et très bonne soirée à tout le monde. Merci à tous. Bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.